Il est tout juste 19h heure d'Alger, vous regardez Al24 News, heureuse de vous retrouver pour l'édition de ce mardi 18 août. Tout de suite les titres de l'actualité. À la une ce soir, le détroit d'Ormuz restera fermé jusqu'à ce que les États-Unis remplissent les conditions de l'accord intérimaire, annonce faite ce mardi par le principal négociateur iranien. Crise au Moyen-Orient toujours, Doha désigne le détroit d'Ormuz comme la clé du déblocage diplomatique, un détroit qui, rappelons-le, est devenu le centre des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Dans notre dossier du Sahara occidental de ce mardi soir, vive condamnation de l'ONU pour non-respect des droits de l'homme au Maroc. Le comité contre la torture dénonce le traitement inhumain que subit le militant sahraoui Abdelmoula Al-Hafidi dans les prisons du Marzad. Exposé périodique devant le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la Libye, l'émissaire du secrétaire général de l'ONU a réaffirmé son rejet de toute voie parallèle à la feuille de route. Nous verrons enfin de cette édition comment l'enquête exclusive de Financial Times a révélé le revers de la médaille de la diplomatie de l'ombre des Émirats s'appuyant sur des sociétés militaires privées et des mercenaires pour déstabiliser plusieurs régions dans le monde, dont celle subsaharienne. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec le dossier iranien. Le principal négociateur iranien, Mohamed Bakr Ghalibaf, a déclaré ce mardi que le détroit d'Ormuz resterait fermé jusqu'à ce que les États-Unis remplissent les conditions de l'accord intérimaire avec Téhéran. Le protocole d'accord conclu le 17 juin s'est rapidement effondré à cause d'un différend concernant le détroit d'Ormuz et cette voie navigable par laquelle transitait avant la guerre un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfiés mondiaux. Je tiens à le préciser clairement, tant que l'Amérique n'aura pas mis en œuvre ses engagements au titre du mémorandum d'entente, notamment la levée du blocage sur les avoirs gelés, la levée des sanctions pétrolières, la fin des menaces et des opérations militaires sur tous les fronts et les autres conditions auxquelles l'Amérique a consenti dans le cadre de cet accord, le détroit ne sera pas ouvert. Et le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, a affirmé que la conclusion de tout accord concernant le détroit d'Ormuz faciliterait grandement la reprise des négociations irano-américaines. Lors d'un point de presse animé ce mardi au siège du ministère qatari des Affaires étrangères à Doha, Al-Ansari a souligné que les médiateurs attendaient que le sultanat d'Oman et l'Iran parviennent à un accord bilatéral sur le détroit d'Ormuz avant de relancer les discussions plus larges entre Washington et Téhéran. Notre priorité actuelle est ce point, le retour à ce qui était prévu dans le mémorandum d'entente et la reprise des négociations entre les deux parties. Ces efforts se poursuivent, bien entendu, mais comme vous le savez, nous attendons également un accord entre le sultanat frère d'Oman et l'Iran concernant le détroit d'Ormuz qui, comme nous l'avons dit, nous permettra de reprendre le dialogue. Au Qatar, nous souhaitons voir se dessiner un accord sur l'ouverture du détroit d'Ormuz qui coïnciderait avec la reprise du cessez-le-feu et des négociations. Ces deux éléments convergent-ils ou divergent-ils? De notre côté, la situation n'est pas encore très systématique, mais je dirais qu'un accord sur le détroit d'Ormuz faciliterait grandement la reprise des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran. Et lors d'une conférence de presse, le ministre iranien de l'Agriculture, Gholam Reza Nouri, a déclaré lundi qu'il existait des preuves montrant que les États-Unis avaient inclus les denrées alimentaires et les fournitures essentielles dans leur catégorie de guerre contre l'Iran et a promis que Téhéran prendrait toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité alimentaire du pays. Nous avons des preuves solides que les États-Unis et certains autres pays considèrent même l'alimentation comme une cause de guerre. S'ils prétendent ne rien avoir avec nos problèmes alimentaires, c'est un mensonge éhonté.
Ils bloquent systématiquement les cargaisons qui nous sont destinées et nous en sommes parfaitement conscients. L'Iran a pris des mesures préventives après des années de surveillance d'actions hostiles. Nous agissons ainsi depuis des décennies. L'une de nos mesures a été une étroite coopération avec des pays voisins et nos alliés. Nous avons amélioré nos installations de stockage alimentaire, activé des ports hors de portée de nos ennemis et simultanément renforcé notre production nationale. C'est actuellement notre principale solution, la plus concrète. Toutes ces mesures ont prouvé leur efficacité. Et la pression américaine se fait de plus en plus sentir dans les commerces iraniens, approvisionnement perturbé, activité en baisse et stocks qui s'amenuisent face à cette situation. Les commerçants peinent à maintenir leurs activités à flot. Maria Chouillard. En Iran, le blocus américain vient ajouter une nouvelle pression à une économie déjà fragilisée par la guerre. Dans les commerces, les conséquences commencent à se faire sentir. Activité en baisse, approvisionnement perturbé et inquiétude grandissante chez les commerçants. La situation ne cesse de s'aggraver. Les entreprises s'affaiblissent considérablement et le déclin devient de plus en plus évident. Si cette tendance se poursuit, je pense que naturellement, la situation des entreprises va se dégrader un peu. La pression américaine complique davantage les échanges commerciaux. La fermeture du détroit d'Ormuz, passage essentiel pour l'acheminement des marchandises, prive les commerçants de certaines de leurs principales voies d'approvisionnement. Une fragilité qui pousse déjà certains commerçants à jeter l'éponge. Tant que ces conditions de guerre perdurent, la situation économique se détériore de jour en jour. Le marché a besoin de stabilité pour atteindre l'efficacité et la rentabilité. Tant que ces conditions de guerre perdurent, la situation se dégrade chaque jour. Un grand nombre de commerçants voisins, locataires de leurs locaux, rendent désormais leurs boutiques car ils ne parviennent plus à les maintenir à flot. Alors que l'Iran tente de contourner ces difficultés en empruntant d'autres voies d'acheminement, notamment terrestres et maritimes, Donald Trump menace de frapper durement le pays sur le plan économique. Des voies d'approvisionnement bloquées, des alternatives saturées et des stocks qui s'amenuisent. Le blocus américain fait peser une pression supplémentaire sur les commerçants iraniens. Et si la situation perdure, c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui risque de subir une nouvelle flambée des prix. Direction le Liban à présent où les Nations Unies ont mis en garde lundi contre une intensification alarmante des violences dans le sud du pays au cours du week-end. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que des familles avaient fui des zones où elles étaient revenues récemment, soulignant la fragilité de la situation des civils. Meanwhile, UNIFIL peacekeepers discovered and neutralized several unexploded ordnance. Les casques bleus de la FINUL ont enregistré une intense activité militaire dans leur zone d'opération ce week-end, notamment 5 frappes aériennes près d'Al-Mansouri dans le secteur ouest. Dans le secteur est, des frappes aériennes ont été signalées à l'ouest d'Al-Kontara et de Taloussa et 2 attaques d'hélicoptères au nord-ouest de Deir Serian. La FINUL a également signalé d'importants tirs indirects dans sa zone d'opération également au nord du fleuve Litani. Sur le plan humanitaire, la FINUL a facilité une mission humanitaire à Tyr, dans le secteur ouest, en coordination avec le Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Nous exhortons une fois de plus les parties à faire preuve de la plus grande retenue, à respecter le dernier cessez-le-feu et à poursuivre le dialogue afin de parvenir à une solution durable au conflit, conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité, notamment par le biais des pourparlers directs en cours dans le cadre trilatéral. Including through the ongoing direct talks under the trilateral framework. En Palestine occupée, les fusions de sang continuent dans l'enclave palestinienne de Gaza, toujours sous un silence assourdissant de la communauté internationale qui peine à condamner les crimes commis par l'occupation sioniste dans cette partie de la Palestine occupée. Et selon un nouveau bilan communiqué ce mardi par les autorités sanitaires palestiniennes, le coût humain de ce génocide s'élèverait à 73 400 martyrs et 174 312 blessés depuis le 7 octobre 2023. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, 1266 Palestiniens sont tombés en martyrs et 4200 autres ont été blessés, tandis que les corps de 813 martyrs ont été récupérés selon les autorités sanitaires.
Et dans le volet diplomatique et dans le dossier coopération algéro-nigérienne, l'ambassadeur algérien à Niamey a été reçu lundi par le chef de l'État, le général d'armée Abdoulaye Tiani. À sa sortie d'audience, le diplomate algérien a indiqué avoir eu l'insigne honneur d'être reçu par le chef de l'État, précisant qu'il s'agissait d'une des rencontres régulières consacrées au renforcement des relations entre les deux pays. L'audience a permis de recevoir les orientations de son Excellence, le chef de l'État, le président de la République, pour le renforcement de la coopération bilatérale entre deux pays frères, voisins et amis, la République algérienne et la République nigérienne, dans les différents domaines. J'étais très satisfait par la maîtrise de tous les dossiers par son Excellence, qui suit de très près les dossiers de coopération entre l'Algérie et le Niger. Et là, c'est une occasion de rappeler l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, Président de la République algérienne, et de son frère, le général d'armée, Président de la République, chef de l'État, Abdelrahman Tiani. Cet engagement qui a permis de développer davantage la coopération entre les deux pays. L'ambassadeur algérien a rappelé l'engagement des présidents algériens Abdelmajid Tebboune et nigérien Abdelrahman Tiani à impulser davantage les relations entre les deux pays, estimant que cette coopération offre de très prometteuses perspectives. L'audience intervient au lendemain de la cérémonie de lancement du bloc d'exploitation pétrolière de Kafra. Je peux vous dire que cette coopération a de très prometteuses perspectives. Nous travaillons ensemble pour la réalisation de plusieurs projets structurants. Je vais citer seulement un de ces projets, en plus du projet Kafra, le projet du gazoduc qui va relier le Nigeria à l'Algérie en traversant le territoire nigérien. Ce projet qui va apporter de développement pour tous les pays. Et comme je suis au Niger, je vais parler du Niger. Ça va être aussi un projet qui va créer des emplois, l'utilisation du gaz naturel et la protection de l'environnement aussi. Au Maroc, la situation des droits de l'homme inquiète l'ONU. Le comité contre la torture des Nations Unies a officiellement condamné les autorités marocaines pour les conditions de détention du militant des droits de l'homme sahraoui Abdelmoula Al-Hafidi dans la prison d'Aït Melloul. La décision de la commission conclut que ces pratiques et conditions tragiques constituent une violation flagrante des obligations internationales du Maroc au titre des articles 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture. Al-Hafidi avait été arrêté le 16 avril 2016 dans la ville de Boujdour et a été condamné par la suite à 10 ans de prison dans le cadre d'une affaire liée à des manifestations à l'université de Marrakech. La Commission a conclu que le Maroc avait manqué à ses obligations en vertu de l'article 13 de la Convention. Les autorités n'ayant pas garanti une enquête rapide, impartiale et efficace sur les plaintes relatives aux conditions de détention, de manière à préserver le droit de porter plainte et d'obtenir réparation. Le Maroc a violé la Convention contre la torture dans l'affaire du défenseur sahraoui des droits de l'homme Abdelmoula Al-Hafidi en raison de ses conditions de détention à la prison d'Aït Melloul. Ces conditions de détention s'apparentent à un traitement dégradant. Et le président de l'Observatoire marocain contre la normalisation, Ahmed Wihman, a affirmé que le drame de l'exode collectif vers l'enclave espagnole de Ceuta est la conséquence des politiques menées par le régime du Merzen. Lors d'un entretien accordé à un média électronique local, Wihman a révélé que le Merzen avait déplacé de force des dizaines de familles et confisqué leurs terres pour les céder à des investisseurs sionistes sous couvert des projets économiques. La colonisation a commencé au Maroc. C'est pourquoi j'ai dit que ce qui s'est passé à Ceuta
n'est pas sans lien avec ce qui s'est passé dans l'Ouest, ni avec ce qui s'est passé à Aït-Bash. Non loin de cette région, il existe une zone que nous appelons la colonie de Rachidia. Sa superficie est supérieure de celle de la bande de Gaza. Cette zone a été arrachée, prise à la catégorie sociale la plus vulnérable. Les nomades, les éleveurs de bétail issus de différentes tribus, ces terres ont été retirées à leurs enfants et données aux sionistes, aux juifs. Ces terres dont les Marocains tiraient leurs moyens de subsistance sont désormais attribuées à des entreprises sous prétexte d'encourager l'investissement. Quelles sont ces entreprises qui sont leurs propriétaires? C'est précisément ce qui a poussé les Marocains à fuir leur propre pays. Et sur fond de revendications populaires pour la fermeture définitive du bureau de liaison sioniste et la fin de la normalisation, les Marocains ont mis en garde à travers une vaste campagne via les réseaux sociaux débutée ce mardi contre le grave danger que représente la légitimation et l'extension de la présence des représentants de l'occupation sioniste sur la sécurité nationale du Maroc et l'avenir de son peuple. Ils exigent la rupture immédiate des relations et la fermeture totale de tous les bureaux de liaison conformément à la position populaire solidaire de la Palestine et qui s'oppose fermement au projet sioniste. Autre actualité de ce journal, dans son exposé périodique devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Libye, Anna Tété, a réaffirmé son rejet de ce qu'elle a qualifié de création de voies parallèles à la feuille de route de l'ONU, appelant la communauté internationale à soutenir l'unification des institutions en Libye. Il y a un an, j'ai présenté au Conseil une feuille de route qui vise à aider la Libye à enfin organiser des élections et à restaurer l'unité, la cohésion et la légitimité de ses institutions nationales. La feuille de route est fondée sur 3 piliers qui se renforcent mutuellement. Une voie crédible menant à des élections législatives et présidentielles, grâce à une réforme électorale, un dialogue structuré inclusif afin de relever les défis de gouvernance qui sapent la paix, la stabilité et la réunification des institutions exécutives grâce à un gouvernement unifié préparant le pays à des élections afin que les autorités étatiques jouissent d'une légitimité démocratique. Autre information de ce journal, les Émirats ont joué un rôle actif dans la déstabilisation d'un certain nombre de pays et alimentent de manière continue des conflits en Afrique. C'est en tout cas ce que révèle l'enquête d'un journal britannique qui dévoile au monde l'existence d'un réseau régional de recrutement, de transport et d'entraînement de mercenaires gérés par les Émirats arabes unis. Les détails avec Souila Kilal. Les activités criminelles des Émirats arabes unis sont passées sous le microscope du Financial Times. Et le résultat n'est pas très flatteur. L'enquête du journal britannique a mis en lumière le rôle actif des Émirats arabes unis dans la déstabilisation d'un certain nombre de pays, notamment en alimentant de manière constante et continue des conflits en Afrique par le biais du financement de groupes terroristes, notamment au Soudan, en Somalie et en Libye. Dans les colonnes du Financial Times, l'on apprend l'existence d'un réseau régional spécialisé dans le recrutement, le transport et l'entraînement de mercenaires. Géré par les Émirats arabes unis, ce réseau s'étend de la Colombie aux Émirats, puis à Bosaso en Somalie, El Koufra en Libye et Niala et Al-Fasher au Soudan. Le média anglais s'est basé sur les témoignages d'anciens combattants ayant participé à des conflits où ce réseau est actif. Il a également consulté des registres de voyage, de données numériques, de photos et autres documents liés à ce trafic. Sous la direction de Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, les Émirats ont déployé des investissements, de l'influence et des équipements militaires dans plusieurs parties de l'Afrique à une vitesse fulgurante dans le but d'exploiter le commerce et les ressources pour son avenir post-pétrole. L'on peut notamment lire dans l'enquête du journal anglais.
Toujours selon l'enquête, dans la Corne de l'Afrique et plus particulièrement en Afrique de l'Est, les Émirats ont conclu des partenariats avec des groupes armés non étatiques pour leur fournir des armes en contrepartie de l'or extrait de manière illicite. The Financial Times constate que de grandes quantités d'or ont été volées au Soudan au profit des Émirats, précisant qu'il s'agissait là de l'un des plus grands vols d'or de l'histoire. Les éléments de l'enquête ajoutent également que les Émirats ont recruté des milliers de mercenaires colombiens pour combattre aux côtés des FSR au Soudan par le biais de la société de sécurité privée Global Security Service Group basée aux Émirats. Le média britannique ajoute que le premier groupe de Colombiens est arrivé en octobre 2024 avec pour mission d'établir un couloir logistique pour les approvisionnements via l'est de la Libye vers le Darfour. Cette enquête du Financial Times vient confirmer ce que l'Algérie dénonce depuis des années déjà, c'est-à-dire les agissements néfastes des Émirats arabes unis sur la scène internationale et plus particulièrement sur le continent africain, motivés exclusivement par le contrôle des ressources naturelles de l'Afrique et l'affaiblissement des États souverains gênants. Et le conflit opposant la Russie à l'Ukraine gagne en intensité. Une frappe survenue mardi matin imputée à la Russie sur la ville ukrainienne de Kharkiv a fait au moins 10 morts, ont indiqué les autorités locales. Sur X, le président Volodymyr Zelensky a accusé Moscou d'avoir lancé une attaque qualifiée de brutale contre un carrefour très fréquenté de Pechény dans la région de Kharkiv. 17 autres personnes ont été blessées lors de l'attaque. Et le maire de Moscou a annoncé mardi qu'une attaque sans précédent de 620 drones ukrainiens a visé la capitale russe durant la nuit. La défense aérienne a réussi à détruire au moins 180 de ces engins destructeurs au-dessus de la région. Cette offensive massive a fait 3 blessés. Face à ce danger imminent, les autorités ont suspendu le trafic dans les 4 aéroports moscovites. Ce raid aérien d'une ampleur inédite marque une nouvelle étape dans l'escalade des frappes ukrainienne à longue portée. Et le ton se durcira radicalement entre la Russie et le Japon suite à la visite historique de Vladimir Poutine dans les îles de Kouril. Le ministre russe des Affaires étrangères a officiellement convoqué l'ambassadeur japonais Akira Muto ce mardi à Moscou. Наши японские коллеги, соседи. Nos collègues japonais, nos voisins, ont assurément franchi la ligne rouge avec leur déclaration totalement inacceptable, affirmant que le président de la Fédération de Russie ne peut visiter aucune partie du territoire de la Fédération de Russie. Quoi qu'il en soit, nous avons convoqué l'ambassadeur pour discuter à la fois de la conduite des dirigeants japonais concernant la visite du président Poutine sur l'île russe d'Iturup et de la manière dont l'ambassadeur doit mener son travail dans le pays hôte en respectant ses lois et les procédures applicables aux diplomates étrangers dans ce pays, en l'occurrence la Russie. En Belgique, le plus grand incendie de forêt jamais enregistré dans le pays continue de ravager le pays. Le brasier a ravagé 3000 hectares, dépassant largement le précédent record belge de près de 1400 hectares établi en 2011. Depuis quelques jours, 500 pompiers ainsi que des agriculteurs, des soldats et des avions d'urgence de l'Union européenne luttent contre l'incendie. Il faut vraiment trouver les points de feu, les points chauds. Et alors dès qu'on les a trouvés, il faut noyer abondamment pour pouvoir les éteindre un maximum. Il y a certains points qu'on ne sait pas voir tout de suite et c'est quand ils reviennent à la surface qu'on saura les noyer correctement. En Grèce, une nouvelle été dévastateur d'incendies de forêt, relançant ainsi le débat sur la sécurité des réseaux électriques grecs, notamment de ces câbles qui sont exposés à une chaleur intense, à des vents violents et qui traversent souvent des zones rurales de broussailles ou de forêts asséchées. Malheureusement, la loi autorise le passage de câbles aériens dans les zones boisées. Ce permis a certainement été accordé par les services forestiers locaux, c'est certain.
Nous ne sommes absolument pas opposés aux énergies renouvelables. Mais désormais, il doit y avoir des règles, notamment en matière de sécurité, et toutes les réglementations doivent être scrupuleusement respectées. Cet incident dévastateur nous a montré que si le problème vient de là, l'installation du câble aérien était peut-être une erreur. Direction l'Espagne avant de clôturer ce journal où au moins 3 personnes ont été légèrement blessées mardi à Grenade après un séisme de magnitude 4,7 ont indiqué les autorités andalouses. Ces secousses ont suivi le tremblement de terre de magnitude 5 endommageant des maisons et des voitures et entraînant la fermeture temporaire du palais forteresse médiévale de l'Alhambra, l'un des principaux sites touristiques d'Espagne. Et voilà, on arrive à la fin de ce journal. Excellente soirée à toutes et à tous.